Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Je vous ai également partagé une vidéo sur Twitter, également sur YouTube en short. Je vous remets le lien dans la description, je vous ai partagé mon rêve depuis plus de 10 ans. C'est Swissborg qui nous propose de le réaliser. Si vous voulez y participer, je vous remets bien sûr les liens dans la description. Vous avez jusqu'au 18, encore 48 heures pour pouvoir en profiter. On va parler de Jérôme Powell, on va parler de la Fed, puisque tout le monde attend un ajout de liquidité, notamment sur les marchés. La Chine a pris les devants avec plusieurs trillions de dollars d'ajout de liquidité sur son propre marché pour essayer de contenir sa dégradation au niveau de son marché intérieur. Il semblerait que Bitcoin en ait plutôt bien profité, notamment en 2017. On reparlera également d'une fractalité, parce que tout le monde le regarde, c'est clairement parabolique, et personne ne s'en doutait il y a encore 3 mois en arrière, je dis bien 3 mois en arrière. Je veux bien sûr ici parler du gold, comme un air de déjà-vu. Et si Bitcoin avait d'ores et déjà pris les devants, on en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans les descriptions. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Vous pouvez le télécharger en un clic sur le site lesroisdubitcoin.com, juste en dessous de la vidéo, et découvrir tous nos services. Également, merci Marstouf. Tu nous partages depuis maintenant plusieurs mois, j'ai presque envie de dire années, les order flow par rapport aux flux de capitaux, par rapport aux différents wallet. Et bah, c'est super intéressant d'observer qu'à l'unisson, les grosses baleines et les orques sont à l'unisson. On peut parler ici, c'est également des requins, les 1 million à 10 millions de dollars, 100 000 à 1 million de dollars, c'est de l'unisson. Les petites crevettes sont plutôt en recul ici. Est-ce qu'elles ne nous donneraient pas la possibilité d'aller chercher quelques bears en train de se positionner allègrement sur ce marché? Et ils font bien de le faire, puisqu'ils ont le momentum court terme. On a cassé cette fameuse petite trendline. Certains m'ont dit oui, Hermès, mais en logarithmique, on l'a pas encore cassé. Alors, passer en logarithmique sur des petites time frames, ça n'a pas réellement d'impact, mais en fait, c'est un non-sens, puisqu'en logarithmique, on va chercher à linéariser une courbe exponentielle. Donc, si vous voulez le tracer, vous tracez des courbes, tout simplement. C'est ce que je vous montre d'ailleurs ici, sur ce schéma-là, par rapport à du logarithmique. Vous voyez que si on est en logarithmique, il faut bien tracer des courbes. Ça sert strictement à rien de tracer des droites sur des logarithmiques, surtout sur des grandes time frames. Donc, petite time frame, pas trop d'incidence, parce que la linéarité d'une courbe exponentielle ne se fait pas réellement ressentir, chartistiquement parlant, mais sur des très grandes time frames, vous ne pouvez pas tracer les droites. Je sais que beaucoup le font, mais c'est un non-sens en réalité. La question qu'on se pose, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on va enfin sortir des fesses des ronces, avec notamment un buy sur le rebond? Est-ce qu'on est en train de dégrader complètement notre Shopiness Index? Oui, moi j'ai choisi la hausse pour l'instant. Bah, on ne sait pas trop, en fait, hein, tout simplement. Est-ce qu'on va plutôt chercher une dégradation assez puissante pour aller chercher des prix beaucoup plus bas, 55 000, 60 000 dollars, 65 000 dollars, sur du très court terme? On a un play hein, à jouer tout simplement. Vous avez un énorme déséquilibre de marché, ça fait bien longtemps qu'il est marqué, et vous en avez également plus bas, hein. Vous avez suivi des 64 000 dollars et vous en avez un beaucoup plus bas, ici aux alentours des 46 000 dollars, 42 000 dollars, et en fait vous en avez encore plus bas, et si vous voulez combler des gaps, why not? On peut aussi y aller. Bon, bah, c'est pas compliqué. On est dans un volume profile actuellement. Vous tracez de droite ici. Vous allez chercher votre déséquilibre de marché par rapport à là où on se trouve très exactement actuellement. Et vous faites une réciprocité parfaite par rapport à là où on se trouve. Bon, bah, on va le monter et on va se retrouver très exactement sur les 97 000, 98 000 dollars. C'est assez drôle puisque c'est également un POC de liquidité. Si vous prenez ici jusqu'à la résolution d'une dynamique baissière ici. Malheureusement, moi j'étais plutôt aussi à ce moment-là. Bon, on se retrouve très exactement sur les 96 000, 97 000 dollars. Choisissez votre camp, essayez de trouver des extrêmes. Et il faut comprendre qu'actuellement, on est plutôt dans un environnement de trader sur une dynamique de flux très court terme baissière. Donc, trader, prenez des shorts, on va le regarder juste après. Et holder, investisseur, prenez tous les lots, hein, achetez tous les creux, tout simplement, hein. Et le prochain, il se trouve ici aux alentours des 72 000 dollars. Il faut les acheter, tout simplement. Ça en mode dollar cost average ou en mode décalage de prix. À chaque fois que le prix baisse de 3 000 dollars, eh ben on achète tout simplement. Alors moi, ça ne m'intéresse pas Bitcoin puisque c'est en dehors de mes zones, mais bien d'autres crypto-monnaies. Je peux parler ici d'Ethereum, bah, je continue à en accumuler doucement et je lisse mon prix d'accès par le bas. Même s'il peut partir en dessous des 1000 dollars, bah, je continuerai à en acheter parce qu'il ne faut pas 100% se surexposer systématiquement jusqu'à ce qu'on trouve réellement une forme de décalage et un retournement de situation. Actuellement, est-ce qu'on peut l'observer sur du court terme? Non, c'est baissier pour l'instant. On a juste réussi à casser quelques trendlines. Je repasse en non logarithmique et on attend tout simplement une résolution. Et ça peut se faire
de façon imminente, pour la simple et bonne raison que si on reprend une petite fractale tranquille. Ici, je vais essayer de la retrouver. Elle était très exactement là, me semble-t-il, ou ici, je ne sais plus. Voilà, juste ici. J'ai repris une fractale d'une même situation émotionnelle. C'est très exactement ici, en mars-avril 2023. On venait de passer la déchéance des banques commerciales régionales aux États-Unis et la Fed avait réussi à stopper l'hémorragie. Et ben, si vous reprenez la même fractalité, c'est du quasi copier-coller. Et vous voyez qu'en l'espace de quelques heures, en réalité quelques jours, on peut se retrouver, bah, hop, avec une accélération, se retrouver à 106, 110 000 dollars. Pourquoi pas aller chercher une traîne haussière, 110 000 dollars. Et on comprend bien que bah, on veut acheter toujours plus bas. Et bah, il faut acheter toujours plus bas, évidemment, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on n'aille plus bas. On vient de casser ce falling wedge juste ici. Donc, pour moi, bah, le plus logique serait de continuer une hausse, une accélération haussière. Alors, est-ce qu'on attend une news? Oui, on peut attendre. Celle qu'on peut attendre à court terme, c'est un accord entre la Chine et les États-Unis. Je veux dire que la Chine, ils envoient des coups de mitraillette tous les jours, hein, voire toutes les heures. Et franchement, c'est ciblé, c'est snipé, c'est très intelligent. À croire que ça fait très longtemps qu'ils ont déjà pensé à tous ces leviers qu'il pouvait y avoir pour essayer de trouver un point d'égalité ou un point de stabilité entre la Chine et les États-Unis par rapport à des négociations commerciales qui devraient modeler l'intégralité, de la temporalité dans les peut-être 5, 10, voire 20 prochaines années. Et c'est assez intéressant ce qu'on est en train d'observer. Mais nous, à très court terme, on cherche quoi? On cherche de la liquidité. Et oui, parce que pour développer des technologies, s'il n'y a pas des surplus de liquidité, bah, on va plutôt essayer d'aller chercher ce qui se passe dans les magasins plutôt que d'aller voir ce qui peut se passer dans un futur lendemain. Et c'est tout à fait naturel en réalité. Donc Jérôme Powell, il finira son mandat, on le sait, le 15 mai 2026. Alors il faut comprendre quelque chose, c'est que la Fed, il n'a pas que des baisses de taux dans leur arsenal. Ils en ont plusieurs. Ils ont ce qu'on appelle des opérations d'open market. C'est aujourd'hui le consensus qui est trouvé par beaucoup d'économistes et d'analystes pour tout simplement racheter des titres au Trésor américain sur le marché secondaire pour réguler et apporter de la liquidité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'opération d'open market. Vous en avez d'autres, des facilités de prêt au jour le jour, c'est ce qui a été fait notamment sur les discount windows. C'est ce qui avait été fait en mars 2023. Vous avez également un assouplissement quantitatif, le fameux QE que tout le monde attend. On va regarder juste après les périodes, elles se sont fortement concentrées. Où ça? Bah plutôt en 2020. C'est là, en réalité, où tous les mécanismes et tous les leviers d'action qu'il y avait avec la Fed ont été mis en place. C'était clairement lors du crack Covid de 2020. Vous avez aussi des facilités, entre guillemets, spéciales de liquidité. C'est généralement lors des crises financières. Lorsque les banques ne se font plus confiance, bah, la Fed peut créer des programmes spécifiques pour soutenir certains marchés, certaines institutions. Et c'est ici qu'on appelle également des rachats de titres, mais c'est plutôt des titres obligataires ici. Et en cinquième, c'est ça la vérité, c'est qu'ils ont la possibilité d'actionner une baisse de taux qui a un impact direct bah, sur l'inflation. En fait, il faut comprendre que ces 4 premiers arsenals, si vous voulez, en termes de Fed, n'a qu'un impact extrêmement mitigé sur l'inflation. La réduction des taux de la réserve obligataire, si, ça a un impact réel sur l'inflation, puisque ça donne directement aux particuliers de pouvoir accéder à de l'emprunt à des coûts beaucoup moins élevés. Donc, ça a un impact sur l'inflation. Et si vous regardez l'immobilier actuellement aux États-Unis, bah, ça a encore pris 6% depuis le début de l'année. Pas comment ils font, mais c'est quand même assez incroyable de l'observer. On peut regarder, hein, c'était en 2000, les premiers homo, open market, ça a été fait en 2008, par exemple, sur la Fed. Est-ce que ça a marché? Ben, bien sûr que ça a marché, mais ça n'a pas fait que 2008, ça a fait de 2008 jusqu'à 2015. Après, vous avez une deuxième réponse, c'était en 2020. En 2020, ils ont tout fait, soit dit en passant. Et en fait, les gros lieux où la Fed a dû réagir de façon abrupte sur ce marché, il y a eu deux périodes. Je vais reprendre le S&P 500, et à chaque fois, ça a plutôt bien fonctionné en termes d'appel ou d'appel d'air. C'était très exactement en 2020, très exactement ici, et en 2008, très exactement ici. Voilà, vraiment les 2 fois où la Fed ont sorti l'arsenal. Bon, bah, partez du principe qu'on peut encore se dégrader assez forcément avant que la Fed puisse bouger le petit doigt. Donc actuellement, on a un rebond technique, oui, par rapport à des bonnes nouvelles, notamment, pas forcément un retournement de veste, mais, un un assouplissement, d'adrénaline du côté de la présidence américaine actuellement et c'est ça ce qu'il faut regarder. Je voulais aussi vous montrer par rapport au gold, parce que c'est vraiment un air de déjà vu. Je voulais vous le montrer ici. On va le reprendre. Je vais essayer de reprendre mon truc. Où est-ce que c'était? Je ne sais plus. Je l'ai perdu? Eh ben si, je l'ai perdu. Basta. Je vais essayer de le reprendre juste après. C'était où ça? Je vous l'avais collé juste avant. C'était où? Je ne sais plus. Je viens de le perdre au niveau de
de mon truc de ah, c'était peut-être plus haut? Beaucoup plus haut? Beaucoup, beaucoup plus haut? Je ne sais plus. Bon, je vais essayer de le reprendre par rapport à ce que j'ai retrouvé ici sur Twitter. Bon, ça, c'est au niveau d'un track record du gold 2016, 2020, 2025. Bon, on va pas se mentir, on peut le faire de façon assez rapide. Si on copie-colle ça ici, bah, vous allez comprendre que comme un air de déjà vu. On va le faire un peu proprement si vous le souhaitez et on va reprendre en hebdomadaire. Je vais aller le tendre et on reprend très exactement comme ceci. Voilà, vous allez voir, c'est assez fou ce qu'on est en train d'observer. Vous le collez en 2016, vous le collez en 2020, vous le collez ici en 2025-2026. Ici, une explosion au niveau de nous. On parle de nouveaux records. Donc, si vous reprenez en arrière, en 2016, c'était des records au niveau de gold en termes de capitalisation et de valorisation et de courbes paraboliques. Derrière, Bitcoin explose pour un narratif qu'on avait déjà énuméré ensemble, l'action des médias. C'est clairement des médias, clairement les retail et la possibilité en 2 clics de pouvoir se procurer du Bitcoin. Et faites attention, gardez bien vos 24 mots-clés ou vos 12 mots-clés. Ensuite, c'était en 2020. Et on voit bien entre 2016 et 2020, bah, ça s'est rapproché en termes de décalage clairement du Bitcoin par rapport au gold. Et effectivement, bah, à ce moment-là, très précisément, c'était en mars 2020, donc on peut un tout petit peu le décaler, c'était plutôt par rapport à ici. Bah, vous voyez que Bitcoin a réellement réussi à prendre le lead très peu de temps après. Et si on se remet exactement en 2025, bah, on a presque l'impression que Bitcoin a plutôt catalysé le gold ici. Donc, si on se pose la question, c'est est-ce que Bitcoin est réellement une réserve de valeur? Est-ce que ça peut devenir une réserve de valeur? Mais ça fait longtemps qu'on a la réponse, en fait. J'ai presque envie de dire que Bitcoin, sur ce cycle, a été une réserve de valeur avant qu'on pense au gold comme réserve de valeur. Donc, il y a beaucoup de fluctuations, il y a beaucoup de flux de capitaux, il y a beaucoup comment on dit ça? De transferts, si vous voulez, ou de décorrélation par rapport aux différents assets, donc des arbitrages ici. Et vous connaissez la suite. Généralement, quand Gold fait son cavalier seul, Bitcoin suit et entraîne le marché crypto avec lui. C'est la raison pour laquelle il y a un truc à faire assez simple. Vous allez sur BTC et vous allez regarder une forme de fractalité de dominance par rapport au Gold. On le fait de temps en temps et je trouve ça assez représentatif de la situation, puisqu'on peut utiliser pareil les Fibonacci là-dessus. Bon, actuellement, on voit une sous-performance très court terme du Bitcoin par rapport au Gold, moins 40%. Mais si vous reprenez par rapport au cycle depuis les points bas, et Gold avait fait également ses points bas, on vient très exactement ici chercher les 0,50. Ok, 0,50, ça a une dimension institutionnelle. On aime bien retracer de moitié en moitié moins de temps. C'est des choses qui sont très utilisées pour les institutionnels. 0,50, c'est moitié prix, entre guillemets, et ça commence à rentrer dans ce qu'on appelle le discount. Vous faites exactement la même chose ici, Bitcoin contre Gold, c'est chirurgical. On vient chercher les 0,50 de tout le précédent mouvement. Mais ce que je vois ici, moi personnellement, Bitcoin par rapport au Gold, c'est une parabole qui est en train de se construire. Et c'est exactement ce qu'on avait vécu ici en 2016 par rapport à cette explosion en 2017. C'est exactement ce qu'on avait vécu ici en 2020 par rapport à l'explosion de Bitcoin, une décorrélation complètement folle et de façon très éphémère, Bitcoin contre Gold. Donc m'expliquer aujourd'hui, si vous souhaitez le tamer le marché, why not? Mais de me dire je vends mes Bitcoins pour acheter de l'or, bah, c'est dommage. J'ai presque l'impression de dire que c'est tout simplement dommage, parce que si vous regardez un tout petit peu plus loin que le début de l'année, et prenez plutôt le début de l'année 2024, il y a une super-performance. C'est relatif, mais c'est clairement une super-performance ici. Vous prenez là, depuis l'accession des ETF au compte en Bitcoin, on est à plus 26% de surperformance depuis le début de l'année 2024 par rapport au Bitcoin face à l'or. Vous prenez exactement 2023, la même chose, on est en surperformance de 170% par rapport à l'or. Donc j'ai presque envie de dire que Bitcoin a plutôt, ici surperformé et pris ses responsabilités en tant que réserve de valeur avant le gold. J'ai presque envie de dire ça. Donc maintenant qu'on a ça entre les yeux, est-ce qu'on peut faire une analogie par rapport à ce qui est en train de se passer sur des gros wallets sur Bitcoin? Et on voit bien, les plus de 10 000 Bitcoins continuent à accumuler. Qu'on le veuille ou non, on n'est pas dans une phase de distribution, on est dans une phase de réaccumulation. Et bien sûr qu'on peut réaccumuler toujours plus bas, mais comprenez-le comme ça. Des acheteurs voudront toujours acheter moins cher. Des vendeurs voudront toujours vendre plus cher. Si vous vendez moins cher, c'est ce qu'on appelle une capitulation, tout simplement. C'est donc c'est un problème de stratégie. Pas forcément un problème de mindset, parce qu'au fond, on l'a le mindset maintenant. Il n'y a pas réellement de nouveau sur ce marché. Il faudra attendre bien plus tard, lorsque le prix sera littéralement, et ce sera littéralement, décalé au nord. Et il finira par se décaler au nord. C'est cyclique,
et on voit bien les courbes, elles ne sont pas baissières à très court terme. Donc on est parti chercher, réactiver des flux au niveau de Bitcoin contre l'or. Vous avez un premier flux baissier, deuxième flux baissier. Dans un premier flux, bah, pour moi, on réactive le flux tout simplement et on va surperformer Gold. Euh, Aucune certitude là-dessus, mais partez du principe que c'est le chemin que ça semble vouloir prendre sur du moyen terme ici. Je regarde si j'avais aussi noté quelques petites choses. Non, ça je l'avais oublié de vous le dire hier. Vous pouvez aller sur Finziz, Finziz, Finviz. C'est difficile, je ne sais pas comment on dit dans le dialecte. Bon, la map par rapport aux actions et non pas par rapport aux cryptoactifs. Et on voit bien une rotation entre le secteur gross par rapport au secteur value. C'est assez fou de voir depuis le début de l'année ici, bah, du Walmart, du Coca-Cola continuer à surperformer, donc en positif depuis le début de l'année, alors que les valeurs plus technologiques, gross ici, des valeurs de croissance, se font littéralement déchirer. Alors, est-ce que c'est bien sûr que c'est la politique commerciale, bien sûr que c'est les tarifs, bien sûr que c'est plein de choses, bien sûr que c'est des effets de survalorisation potentielle et qu'on revient sur des niveaux plus raisonnables. Mais si vous regardez par rapport aux anticipations de bénéfices qui infléchit par rapport aux tarifs douaniers, bah en fait, on est exactement sur la même valeur de ratio prix-bénéfice au niveau du PER sur ces actions technologiques. On est pareil au même niveau. Donc de dire que Nvidia est moins cher, Apple est moins cher, c'est pas vrai puisqu'ils intègrent actuellement ce qui est connu du marché. Quoi? Bah, les tarifs. Actuellement, il semblerait qu'on s'accorde sur 10% à peu près. Voilà. Donc vous enlevez 10%, et bah, vous comprenez bien que bah, tout doit à peu près se réduire d'autant plus. Maintenant qu'on a, et je parle ici de bénéfice, hein, je ne parle même pas de ratio par rapport au cours bénéfice. Bénéfice moins 10, ça fait un sacré coup pour le chiffre d'affaires également. Donc maintenant que vous avez ça sous les yeux, est-ce que c'est un bon move aujourd'hui de passer de la croissance à plutôt de la value? De la défensive. Est-ce que c'est intéressant d'aller dans Coca-Cola? En fait, non, il faut le faire toujours avant. C'est ça la vérité. Puisque vous voyez bien ici, on observe bien que bah, du côté de growth, c'est déjà passé dans la value et ça peut continuer à le faire, mais de façon moins rapide, moins soudaine, moins impactante. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, in fine, que la Fed devra sortir le bazooka à monnaie. S'il y a une vraie dégradation, s'il y a une réelle dégradation du marché, qu'on le veuille ou non, c'est pas pour aller chercher des miettes d'arbitrage, même si c'est toujours intéressant de le faire, et on le voit très bien de façon algorithmique, pour aller chercher de la value. Donc pour moi, je reste axé sur mon growth et je reste surtout axé sur mes crypto-monnaies préférées et j'attendrai tout simplement des bonnes zones si je devais recharger, notamment sur Bitcoin. On fait un dernier petit parallèle par rapport à ce qui est en train de se passer de façon beaucoup plus tâtonnée du côté de BlackRock, 36 millions, puis encore 39 millions. On est encore en net positif par rapport à des inflows sur Bitcoin. Comprenez-le comme ça. Il y a une forme de digression psychologique sur ce qu'on est en train d'observer. Je vous le dis en toute franchise. S'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs sur ce marché et que les acheteurs se trouvent plus bas, le cours sera tendu à aller plus bas. Mais moi, ce que je vous dis, je vous dis toujours la même chose. Il y aura toujours, je dis bien toujours, j'enlève ça, plus d'acheteurs plus haut que de vendeurs plus bas. Il y aura toujours plus d'acheteurs ici que de vendeurs ici. C'est une certitude absolue. Et c'est comme ça qu'on arrive à sortir nos capitaux. C'est comme ça qu'on prend des profits. Et c'est comme ça que les marchés fonctionnent. Ici, il y a toujours plus d'acheteurs que ici. Évidemment, c'est une certitude absolue. Donc on peut continuer à baisser, à baisser, à baisser. Qui va nous sortir les fesses des ronces? Parce que c'est ça la vraie question à se poser. C'est le cours qui va nous sortir. C'est la technique. C'est quand on aura des vraies cassures haussières, des acceptations, une forme d'augmentation. Oh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Des vendeurs à découvert. Et on le voit très bien, ces vendeurs à découvert. Ces coquins là, qui sont debout sur la table, on n'arrive même pas à les péter. Franchement, j'étais hier devant l'écran, je me dis, bon, bah, ça y est, on peut aller faire un petit tour à 87, 88, 89 000 dollars. Que nini! On se fait repousser une prise de liquidité et les algorithmes se mettent à rajouter du short sur du short. Et si vous regardez actuellement la décorrélation qui se trouve, alors moi, je ne regarde pas forcément ceci, ça ne m'intéresse pas trop au niveau des volumes. Moi, je regarde par rapport aux exchanges. Je trouve ça sympa. Et je ne le regarde pas sur 30 jours parce que, à mon avis, ces données ne sont pas forcément vraies. Même si on peut s'apercevoir qu'il y a 9 milliards de dollars à aller liquider du côté bear et il y a moins de 400 millions de dollars à aller liquider du côté... 7 millions de dollars cumulative longue et ici 9,3 millions de dollars du côté bear, du côté vendeur à découvert. Position courte. Donc, de façon assez pragmatique, on pourrait dire que oui, c'est les vendeurs qu'il faut aller dégommer en premier. Mais si vous partez sur du un jour ici, on voit quoi?
On voit 2,7 milliards de dollars et on voit ici 1,6 milliard de dollars. Donc il y a une beaucoup plus grande disparité entre les acheteurs et les vendeurs. Et en fait, c'est ça qu'on oublie de jouer. Si on doit jouer ça, en fait, ça se fait en un claquement de doigts. En l'espace de 2 jours, le cours prend 20%. Bienvenue sur les crypto-monnaies. Il y a aussi quelque chose qui m'a intéressé parce que je regarde aussi Ethereum, puisque je suis y exposé. Je suis d'ailleurs en marge sur Ethereum actuellement, sur Hyperliquid. Vous avez quelque chose qui s'est passé, c'est assez drôle, de voir une position de près de 100 000 Ethereum qui sont positionnés sur les 2317 dollars. Wow. Et ça, c'est du vrai, puisque Hyperliquid, c'est du on-chain. Donc, si elle doit disparaître, cette position, on la verra en réalité. Ce pas des choses qui sont récupérées des carnets d'ordre par rapport à une estimation de volumétrie. Donc, Hyperliquid peut être utilisé, on peut partir de ce principe-là, pour se dire, ouais, est-ce que vraiment on peut aller péter la tronche à des bébères ou est-ce qu'on va plutôt aller péter la tronche à des bouboules? Et là, je me dis que sur Hyperliquid, si c'est bien représentatif, même si c'est très, très peu capitalisé aujourd'hui en termes d'acteurs sur ce type d'échangeurs décentralisés, bon, bah, je me dis qu'il y a quand même des gros poissons qui ont voulu shorter ce truc-là. Allons les péter, quoi. Allons les dégommer, ces gens-là. Si on fait un tout petit tour sur Bitcoin, est-ce que vous avez une même représentation? Je trouve ça intéressant d'aller chercher Hyperliquid parce que je pense que c'est le plus représentatif en termes de véracité de la donnée. Bah, ça peut être intéressant de regarder. Je ne sais même pas si on l'a, soit dit en passant. Est-ce que ça va marcher ou pas? Bon, je vous laisserai alors regarder directement sur CoinGlace. C'est complètement gratuit, donc c'est ça qu'il faut aller regarder. Maintenant, vous comprenez bien que si on doit jouer du court terme, alors à ce moment-là, mettez-vous sur du court terme. Allez chercher des maps de liquidité très court terme sur ce qui vient de se passer. Donc ici, on peut se dire, allez, on va aller chercher les 82 400 dollars. Oui, mais pourquoi on n'est pas parti chercher un tout petit peu plus haut ici? Parce qu'on défend des prix, tout simplement. Les algos, ils défendent les prix ici. Et vous voyez bien que c'est pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de jaunes qu'on va forcément aller le chercher. Peut-être qu'on finira par aller le chercher tôt ou tard, mais comprenez-le comme ça. On est actuellement dans un range, on a cassé une trendline. Le plus probable maintenant, même si on est sur une dynamique court terme baissière, plutôt ici dans une forme de latéralisation. Si on maintient les 83 000 dollars, pour moi, bah, on peut toujours aller chercher un tout petit peu plus haut. On avait cet objectif-là, les 90 000 dollars. Et après, on avise. Et il faut voir quoi lorsqu'on a en fait ces augmentations de prix. Qu'est-ce qu'il y a quand il y a un décalage de prix qu'on se retrouve aux 90 000 dollars? C'est les vendeurs court terme sur le spot, les acheteurs court terme sur le spot qui doivent prendre le relais. Donc là, je vous inviterai à aller regarder une charte. Elle se trouve ici. Vous zoomez très fort là-dedans et vous vous dites, OK, qui fait l'action de prix? Ceux qui font l'action de prix, c'est les rouges. Voilà, ce sont les rouges qui sont là. Moins de 24 heures. Et eux doivent acheter. Et ils doivent acheter massivement, re-rentrer ou entrer sur ce marché. Si on le prend sur des grandes time frames, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on a encore une belle jambe haussière à attendre. Si vous prenez une forme de trend ici, par rapport à un plus haut qu'on avait vécu très exactement en décembre 2024, bah vous voyez qu'on est quand même très éloigné par rapport à ce qui s'était passé en 2012, 2014, ou encore 2018, ou encore 2020, 2021, 2022. Là, je suis sur le bottom, mais à chaque fois, on était parti bien plus haut. Ici, beaucoup plus haut. Ici, beaucoup plus haut. Ici, énormément plus haut. Donc, je pars du principe que si on doit aujourd'hui retrouver une forme d'attractivité sur ce marché, il n'y a que le prix qui nous le donnera. Quand il n'y aura plus de vendeurs, eh ben, il y aura probablement beaucoup plus d'acheteurs. Et le prix de quelque chose n'est qu'une seule chose, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Et ce que je vois bien ici, et comprenez-le comme ça, c'est que personne ici, et je dis bien personne de ceux qui m'écoutent, sont d'accord pour acheter plus cher. Donc vous êtes d'accord pour acheter moins cher. Au moment où ça pivote, partez du principe que ce n'est pas vous qui achetez, ce sont de nouvelles personnes qui viendront sur ce marché pour acheter ce que vous serez prêt, vous, à vendre plus cher. Pourquoi acheter plus cher? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui ferait que il est naturel de pouvoir ou de devoir ou de penser que acheter plus cher que ce qu'il y a actuellement est une bonne opportunité? Il faudra trouver des pourquoi. Et actuellement, pardon, les pourquoi, je ne les ai pas. Mais rassurez-vous, si Ethereum repasse à 4 000, 5 000, 6 000 dollars, on aura tous les pourquoi. Et c'est bien l'anticipation de ces pourquoi, de vos thèses et de vos hypothèses d'investissement, qui font qu'à un moment donné, des personnes que vous ne connaissez pas, qui ne connaissent même pas ce marché, seront prêts et seront d'accord pour acheter vos cryptos beaucoup plus cher qu'elles ne valent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles achèteront le pourquoi, alors que vous le vendront. Ciao.